Bonjour à tous, c'est Effervescience, aujourd'hui le magazine du CNRS Images et de Synapse Télévision. Aujourd'hui, nous sommes dans un restaurant éthiopien qui s'appelle Abécha, 19 rue Kopro dans le 15e. Et nous sommes dans un restaurant éthiopien parce que je reçois aujourd'hui Fabienne Lowerou. Fabienne Lowerou, bonjour. Vous êtes historienne, bonjour. Spécialiste de l'immigration des populations africaines vers le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen. Vous êtes une chercheuse qui réalise elle-même des films. Est-ce qu'on peut dire que d'habitude vous interviewez les gens et que vous êtes un peu une intervieweuse interviewée? Alors ce restaurant éthiopien, vous le connaissiez? Non, pas du tout. C'est la première fois que je viens et d'ailleurs je suis très agréablement surprise de me retrouver dans un univers culturel éthiopien avec ce mesob, ces tables où normalement on mange les repas éthiopiens. Mesob, donc, c'est la table en Éthiopie. Alors donc, l'un des films que vous avez fait s'appelle L'Hôtel du Nil, je l'ai vu bien sûr. Il traduit bien sûr une recherche que vous avez accomplie. En fait, c'est mettre en valeur 2 millions de réfugiés. 2 millions de réfugiés qui pour l'essentiel viennent du Darfour. 200 000 qui sont bloqués au Caire. Et ces Darfouris, ces voix du Darfour, vous les avez filmés. En fait, vous vouliez faire l'histoire du déplacement de ces populations, déplacement forcé de ces populations du Darfour vers le Caire. Elles fuient le Darfour parce qu'elles fuient la guerre, tout simplement. Tout à fait, oui. Tout le monde sait ce qui se passe au Darfour depuis 2003. Il y a une situation qui a été catastrophique. La communauté internationale a réagi très très lentement, mais ça faisait déjà depuis 10 ans qu'il y avait des exactions et donc que l'Égypte était le passage obligé pour les gens qui voulaient fuir toutes ces exactions. Alors, un des personnages de votre film dit très justement que beaucoup de gens croient que c'est une guerre religieuse. En fait, pas du tout. Tout le monde est musulman. Mais c'est une guerre, en fait, menée par des Arabes contre des négros africains. Absolument pas, non. Mais alors, allez-y, tout le monde est noir, tout le monde est arabe, tout le monde parle arabe et tout le monde est musulman au Darfour. Le sultanat du Darfour, depuis son existence, c'est un très vieux, est un sultanat multi-ethnique où il y a eu des brassages de populations qui sont tellement longues et échelonnées dans le temps que c'est impossible de faire cette distinction arabe-noir. C'est une distinction que les journalistes Et qu'un personnage de votre film fait. Oui, parce que c'est aussi une des propagandes, parce qu'il y a eu un clivage politique dans les années 80 avec la donne libyenne et le rôle de Kadhafi au Soudan. On a essayé de monter les populations sur un clivage presque inexistant, qui est le clivage noir-arabe. Et la politique sulfureuse dans la région a provoqué cette espèce de distinction, mais qui ne veut rien dire historiquement. Si on a une perspective réellement historique, le clivage est une invention. والناس هنا ساكتة والناس هناك يقولوا ايه بيساعد السودانيين الموجودين في مصر بنساعد السودانيين اللي قاعدين ما فيش مساعدات ما فيش اي حاجه السودانيين قاعدين هنا من دون صحه من دون علاج من دون مساكن بيأجروا بصوره غاليه عديل كأنه انسان جاي مغترب اللي بيدفع 400 500 من اجل شركه انا بصرف 300 400 500 من وين؟ حبقى حرامي اشتغل اوفر تايم نهاري كله اكون شغال كله حيضيف علي شنو؟ يعني انت لو اخذت جملته كلها معروف حتضيف ايه؟ اضافه الى ذلك كل المنظمات العالميه عارفه هنا وجود الانسان المصري وضعه ازاي كيف انه بعد ده انا حاجه اوطن لي انسان جاي من حرب ومشاكل حوطني هنا ثاني حوطني ازاي؟ الفائده شنو؟ إذا كان أنت عارف سلفا بأنه هنا بتقول إنه دولة فقيرة والشعب المصري شعب مثلا دولة فقيرة شعبه فقير الأجور أقل أجور في العالم معروفة هنا رغم الحرب الموجودة هناك أنا أحيانا بلقى مثلا راحتي لكن هنا بقيت ما ألقى راح ولا أقدر أرجع ورا الناس تمشي وين؟ Fabienne Lowerou, cet homme est en colère, visiblement. Et il est en colère, bien sûr, à cause de ses conditions dramatiques d'existence. Mais en même temps, il se définit comme Soudanais. C'est compliqué parce que ce sont des Soudanais qui sont en conflit aussi avec le Darfour. Tout à fait, il se définit comme Soudanais, mais c'est une identité nationale qui est très tardive. Le sultanat du Darfour, c'est vrai qu'il ne dit pas « je suis
Fouraoui du Darfour. C'est comme ça parce que son ethnie, c'est l'ethnie Four. Mais l'appartenance à l'identité soudanaise, elle est extrêmement tardive et puis elle est très hypothétique parce que il y a des Soudans. Le Soudan est vraiment un pays pluriel qui a énormément de mal à trouver justement une vraie identité nationale. Fabienne Le Ouérou, vous êtes intéressée donc à ces réfugiés. Ils sont en Égypte et on peut dire que dans votre deuxième film qui s'appelle Nomades des Pharaons, qui était le film qui avait précédé, déjà vous étiez intéressé à ces réfugiés. Ce qui vous intéresse, c'est comment ils rebondissent, comment ils essayent au fond de s'adapter et comment, malgré des conditions dramatiques de pauvreté, ils essayent de survivre et au fond de trouver une manière de s'intégrer ou ne pas trouver une manière de s'intégrer, parce que vous montrez aussi que quelquefois ils ne trouvent pas. Est-ce que petit à petit, vous n'avez pas été amené à une certaine compassion pour vos sujets, compassion très forte, quoi. Je ne peux pas nier cette compassion. Au départ, c'était un sujet qui était très théorique, très distant. Et quand vous faites des enquêtes en sciences humaines, en anthropologie ou en histoire du temps présent, et que vous faites une plongée dans la vie des gens, ces gens, vous les rencontrez. Donc, vous parlez avec eux, vous partagez, vous mangez. Les moments, justement, de partage sont absolument importants et ils fondent la recherche. Et quand vous filmez, vous êtes encore plus proche parce que lorsque vous filmez avec une petite caméra comme moi, il y a une proximité du corps qui fait que vous épongez non seulement l'intelligence de l'autre, mais son inconscient. On devient de véritables éponges. Et donc, c'est impossible, à un certain moment, de faire de la science, de faire cette plongée intellectuelle dans un autre monde sans cette proximité. Et cette proximité, elle est émotive. Et d'où la compassion. Alors, on va voir une illustration de cette proximité émotive. بس انت بتصور الهرم بعد ادوني رجاك قال لي مش هعمل اقامه عملت اقامه ادوني رجاك جيت عملت ابيل ادوني ابيل طلع ما فيش قبول ما في مساعده عند يو ان ما يساعدني عشان يدينا حاجه امشي ادفع السكن او ادفع المصاريف لنفسي او البس ما فيش طبعا هنا شغل انا انسان محني عندي مهنه شغل سواق دريفر ما في تدور ما في شغل يعني واحد يعني غصب انه يمشي هنا لمغالب ويشتغل شويه شويه ويجيب يصرف ما يكفيش اهلي هناك تعبانين عاوزين فلوس مصاريف ما فيش اي مساعدات خالص بعدين الحكومه بحرمنا على اراضينا هاي جابت عباد بالنسبه للانسان البشر الاسمر Fabienne Le Ouérou, vous terminez par un chat, parce que je rappelle que c'est un extrait de votre film. Cette séquence se termine par un chat pour un peu nous permettre de souffler, après avoir vu la larme à l'œil de cet homme qui, évidemment, souffre terriblement. Et le spectateur est très touché par ces images. On peut se poser la question de savoir si, là, vous ne faites pas du documentaire grand public, et si on ne s'éloigne pas aussi de la recherche. Est-ce que la compassion est compatible avec la recherche? Alors, c'est vrai que dans les sciences, on a toujours pensé que l'émotion était une pollution, et ça nous vient des philosophes antiques. Platon détestait les émotions, il les mettait en contradiction avec l'entendement et la logique, mais je pense que les neuroscientifiques et justement l'avancée des sciences démontrent que c'est tout le contraire. C'est à partir du moment où on est profondément touché que un esprit scientifique peut se développer dans toute son amplitude et dans toute sa mesure. Et qu'en fait, il y a comme un va-et-vient. Dans le film, ça n'est pas suffisant. J'ai également écrit, après avoir fait ce film, un livre sur le Darfour. J'en ai écrit un autre que je viens à peine de terminer sur l'histoire du Darfour. Et donc, j'ai eu besoin
de recouper tous ces entretiens, toute cette émotion, de faire un travail. C'est comme si je faisais des marches avant et des marches arrière. On ne conduit pas qu'en faisant des marches avant. Par moment, quand on veut bien, quand on veut pas avoir d'accident, il faut savoir faire des marches arrière. Donc l'émotion et l'entendement, c'est pareil. Des marches avant, des marches arrière. On avance dans l'empathie et puis après, on recule de cette empathie pour prendre une distance et essayer de comprendre. Mais l'un se nourrit de l'autre. Je ne vois pas comment on pourrait discourir de la confrontation et de la contradiction entre logique et distance scientifique et émotionnelle. À mon avis, ça marche ensemble. De vos deux films, Hôtel du Nil et Nomades et Pharaons, dont nous avons parlé jusque-là, en fait, ressort l'image, bien évidemment, de gens qui viennent de ces régions du Darfour et qui arrivent en Égypte, démunis totalement, dans une situation dramatique et au fond auquel peu de gens s'intéressent. Et l'Égypte n'a pas les moyens véritablement de les faire vivre. On comprend que votre souci de chercheuse, c'est de mettre en valeur la situation de ces immigrations. Qu'est-ce que vous tirez quand même de vos films et comment est-ce que vous utilisez vos films pour aller plus loin, c'est-à-dire pour nous dire quelque chose de cette immigration qui soit le fruit de votre recherche? Déjà, par exemple, si l'on aborde le terme même philosophique du racisme, on voit toujours le racisme du point de vue occidental. Et on ne voit jamais comment les racismes peuvent émerger dans d'autres situations culturelles, dans d'autres confrontations géographiques. Par exemple, l'Égypte, c'est un pays carrefour il y a toujours un mélange de peuples en Égypte assez fascinant. Et ces nouvelles immigrations du Soudan, notamment avec le Sud-Soudan depuis les événements de 83, ont créé de nouvelles coexistences. Alors, ça intéresse le chercheur, ces coexistences. Comment deux communautés arrivent à coexister l'une avec l'autre. Fabienne Leouérou, vous avez vu votre homme qui pleure, qu'on a vu à l'instant, il stigmatise les Noirs. Lui, il est noir, mais il stigmatise les Noirs soudanais. Et en fait, il veut dire les Soudanais contre nous Noirs. Et puis en même temps, vous m'avez dit que c'était des Noirs contre des Noirs. Mais en fait, lui, dans son esprit, c'est lui le Noir qui est en fait exploité, chassé par ce qu'il identifie à des Arabes. Il est comme moi, il s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé, on est toujours le noir de quelqu'un. C'est-à-dire que les Arabes, ils considèrent comme Arabes d'autres Noirs, qui eux se considèrent Arabes. Donc c'est différentiel, il y a une espèce d'arabité différentielle, complètement imaginaire, qui est très forte au Soudan. On est toujours plus arabe que quelqu'un, plus noir que quelqu'un, et ça se raccroche à l'ancêtre et à certaines familles qui ont des racines plus ou moins arabisées. Mais les invasions arabes remontent à l'époque des Fatimides. Donc c'est complètement hypothétique. On est dans la fiction de l'arabité et c'est vrai, mais c'est vrai comme peut être vrai une fiction. Un racisme réel sur des données fictives. Oui. Juste avant de faire ces deux films, vous vous étiez intéressé d'abord aux Occidentaux qui étaient venus, et bien sûr aux Italiens qui étaient venus en Abyssinie. Et vous avez appelé l'un de vos films, l'un des premiers que vous avez fait, Les Ensablés, parce que vous vouliez décrire ces Italiens qui sont restés en Abyssinie après la guerre d'Abyssinie. Et au fond, avec la Deuxième Guerre mondiale, ils ne sont pas rentrés en Italie. Et vous vouliez montrer ce qu'étaient ces Italiens. En 1941, Mussolini a perdu son empire et Haile Selassie a retrouvé les siens. Malgré cette défaite, 20 000 colons italiens ont décidé de rester en Abyssinie. Ils ont depuis traversé d'autres gouvernements. Aujourd'hui, ils n'en sont plus que quelques dizaines. Ils vivent surtout à Addis Abeba et à Asmara. Sembra di pensieri qua. L'ho detto poco fa. Io potrei stare ancora 1000 anni che sono sempre un italiano number one. E forse per questo sono male, perché non faccio mai... non sono mai andato all'ambasciata a buttare le lacrime sopra i tavoli, come hanno fatto la maggior parte.
perché poi questi che sono venuti, la maggior parte senza mestieri. Più di 50. Sempre assim. Sempre nella stessa casa. E lui e io, gli stessi amici. Fabienne Leouérou, qu'est-ce que ça veut dire « je suis un Italien number one » ? Quand il dit sono un italiano number one, en fait, il sait très bien que c'est faux. C'est de l'humour, c'est typiquement de l'humour, c'est un napolitain. Il sait qu'il est en ensablé. Le mot même ensablé, c'est lui qui me l'a soufflé. Il sait qu'il est resté, qu'il n'est jamais rentré en Italie depuis des années. Et c'est une boutade, c'est de l'humour. C'est de l'humour, mais en même temps, la manière dont vous montrez ces Italiens qui sont finalement formidablement intégrés en Éthiopie et qui arrivent à y vivre, eux, de bonne façon, d'une certaine façon. Peut-être ils ont choisi l'Éthiopie parce qu'ils vivent mieux là qu'ils n'auraient vécu en Italie, où ils auraient été peut-être de pauvres Italiens en situation difficile. Là, ils sont un peu comme des rois, bien considérés. Ils sont restés depuis des décennies. Et au fond, ils se sont acclimatés. D'une certaine façon, vous dites qu'il y a une espèce de perte de mémoire. Un peu comme s'ils ne se souvenaient presque plus qu'ils étaient italiens. Sauf que dans leur langue, évidemment. De l'Italie, ils ont gardé assez peu de choses parce que j'ai partagé justement beaucoup de moments avec eux. J'ai beaucoup mangé avec eux. Et ils mangeaient beaucoup moins de spaghettis qu'ils ne mangeaient de l'injera. Ils mangeaient du dorowot. L'injera, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? L'injera, c'est la crêpe éthiopienne. On est dans un restaurant abyssin et donc c'est tout à fait... Je vais m'empresser de venir manger ici cette crêpe. L'injera, c'est une crêpe qui est roulée. Et donc, à table, ces Italiens, et moi je mangeais pratiquement pendant ma thèse, quand j'étais étudiante, je mangeais très très souvent avec eux. Ils ne servaient pas du pain. Il y avait toujours de l'injera, du dorowot, un ragoût éthiopien avec du poulet et des œufs extrêmement pimentés. Ils mangeaient aussi beaucoup de ketfo, de la viande crue. L'Éthiopie est un des plus beaux troupeaux d'Afrique. La viande est absolument délicieuse, donc elle peut se manger crue. Et donc, ces Italiens, chez eux, faisaient une cuisine tout à fait éthiopienne. Leurs femmes étaient éthiopiennes, leurs maîtresses étaient éthiopiennes, leurs enfants d'Italiens. Quand ils disent qu'ils sont Italiens number one, c'est une manière de me faire un clin d'œil. Mais en même temps, votre recherche vous amène à aller plus loin que leurs témoignages et à vous interroger sur cette espèce d'abandon de mémoire qui est leur fait. Certainement que c'est une des thématiques qui traversent toutes les exodes et tous les exils. À partir de quel moment... Bon, de toute manière, il y a des grands philosophes et des sociologues qui ont travaillé sur la mémoire. La mémoire est-elle collective, est-elle individuelle? On n'a jamais vraiment tranché. Et à mon sens, comme historienne, et à travers tout ce temps passé avec des communautés en exil, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient mélangés, la mémoire individuelle se perd et se dissout, alors qu'un groupe arrive à structurer une mémoire et à la faire perdurer dans le temps. Donc il y a un côté social. Alors on pourrait croire qu'avec le temps, les choses se soient progressivement arrangé, c'est-à-dire qu'à l'échelle internationale, on ait mieux travaillé sur ces réfugiés et avoir vos films. Alors dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire en revenant à l'hôtel du Nil, on se rend compte que ça ne s'est pas arrangé, loin de là, et qu'en fait les autorités internationales voient les choses de façon un peu bureaucratique. Le Caire est la ville qui accueille le plus de réfugiés urbains dans le monde. La grande majorité est d'origine soudanaise. Somebody told me we have like more than 1 million refugees from Sudan here live in Egypt, and you can recognize these people everywhere. If you go to Ataba Square, Tahrir Square, any square you will face the people. If they black, most Egyptians know directly they came from Sudan or from Africa. Very few people in Egypt know exactly what happens in Darfur. Very few people in Egypt knew about the war between the South and the North. But they knew that it existed, but they didn't know details. You make an interview, you were given rejected, you have been rejected, you were asked to write an appeal,
until to be an interview after 1 year or more. After that, you are classified. Okay, and here your passport is cancelled, and you have no job to do. You have children. Okay, how did anybody ask himself this question? Those who were there? Never. They just see these black cats. Really, I'm telling you. Just these black cats roaming around, that's all. Alors de nouveau les chats, Fabienne Le Houerou. Les voilà comme des chats. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas un peu un problème international que vous soulevez, qui est le problème de l'asile? Il y a deux fonctionnaires, on voit un avocat d'une part et un représentant du HCR. L'un et l'autre, dans votre film, au fond, s'expliquent. Ils ont des positions contradictoires, mais en fait, l'un et l'autre sont en face de la grande question des demandeurs d'asile. Et on peut dire qu'en face des demandeurs d'asile, la plupart des gouvernements occidentaux, bien sûr, mais aussi égyptiens, pour ce qui vous intéresse ici, au fond, sont assez réticents et veulent rejeter ces travailleurs immigrés. De toute manière, il y a eu une évolution des années 60 à nos jours, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de réfugiés avant les années 60, et devant l'importance des flux, les pays et les Nations Unies sont complètement débordés. Ils sont débordés et ne peuvent plus répondre à leur mission de protection. Alors, est-ce que votre film, finalement, n'est pas à sens unique en essayant de nous montrer seulement que ces pays auraient tort, un pays comme l'Égypte, par exemple, aurait tort de refuser ces immigrations, mais sans esquisser la moindre solution, parce que s'ils laissent venir toute la misère du monde, comme avait dit un ancien Premier ministre, eux aussi seront submergés, non? Tout à fait, mais tout le monde a tort. Et on va voir arriver des réfugiés du climat. C'est-à-dire que le problème des réfugiés n'en est qu'à ses débuts. Le siècle que nous avons entamé sera un siècle encore beaucoup plus grave pour les réfugiés. Et donc, les institutions internationales aujourd'hui sont complètement désuètes. Il va falloir qu'on réfléchisse pour réagir autrement. Il y a une mission de protection qui doit complètement être soumise à une vraie interrogation et à une vraie révolution de la pensée. Mais vous, Fabienne Le Houerou, vous vous centrez sur la souffrance de ces réfugiés. أي حاجة والله ما عارفين المتحدة ده شغال شنو ولا أي حاجة حماية دي ما كفاية حماية دي ما كفاية والله يعني دايرين حاجة ناكله يا جماعة حاجة ناكله أنا من هناك حرقوا شفتها بقنابل بشنو حرقوا بلد ما في لا شيء ما في من هناك أنا جري والله أنا ده جريت طبعا احنا جينا البلد دي هنا والله بنعاني معاناة شديدة جدا فزي ما بقولوا انه الواحد تشوف الحالة هو شوف هنا كيف نفسه واحد كده مشرط شايف الحالة انت براك ما في اي خدمات بقدمها يعني انا هسه ما اقدم محل اسكن سكن ما عندي ساكن في المخزن بتاع الحديد يعني ما عندي هاك شقة ادفع ما عندي هاك اي حاجة بنيجي نشتغل هنا بنلقى لي 8 جنيه 8 جنيه انا اتعشى منه ولا افطر منه ولا اشتري صابون ولا اعمل ايه مش عارف ما بحصل عندنا واحد برضه قبال يومين هنا اللي قال ماده كيماويه المهم يده دي كلها ايه الجلد دي اتشالت كلها كلها كم سنه ونص من جيت من السودان انا لي سنه ونص مش كده بس احنا عايزين لنا طريقه يا اما يعني انه الواحد يرجع السودان ولا نسافر اي جهه ثانيه يعني هناك برضه السودان برضه هو نفس الموت هناك وهنا موت وبتاع. Fabienne Le Houerou, c'est la mort ici. C'est comme ça que vous commencez votre film Hôtel du Nil, un peu comme si vraiment vous nous montriez que l'essentiel c'est de comprendre, et c'est ce que vous nous amenez dans tous vos films, la situation dramatique de ces immigrés. Les scènes qu'on vient de voir montrent qu'ils sont obligés de prendre les jobs que ne veulent pas les Égyptiens ou qu'on ne veut pas dans les pays qui les accueillent. Et donc, si je les filme en train de creuser des trous, c'est qu'ils sont en train de creuser leur tombe. Ils ont cru que la fuite en Égypte était un refuge, le refuge est un piège, et c'est un piège qui se referme sur eux. Les Nations Unies étaient un refuge, et c'est un piège qui se referme sur eux. Parce que c'est vrai que ma position, elle est quand même pas unique. Il y a beaucoup de chercheurs dans le monde, et notamment tous mes collègues à Oxford. On est nombreux à penser qu'aujourd'hui, les institutions internationales, et notamment le HCR, sont des grands machins désuets. Et qu'il faut repenser la protection pour les réfugiés aujourd'hui, et que c'est d'autant plus vital
que demain sera difficile. Peut-être faudrait-il accompagner vos films, qui sont une formidable description de cette situation, d'une réflexion approfondie sur comment subvertir le HCR, comment transformer le HCR, comment transformer toutes les institutions internationales qui s'occupent des réfugiés, non? Vous ne croyez pas? Tout à fait, mais ça, c'est un travail écrit, c'est-à-dire qu'à côté des images du chercheur sur lesquelles, dans le fond, ma conviction s'appuie sur ces images, mais ma réflexion de juriste et anthropologique et une réflexion sur une institution ne peut pas s'appuyer sur des images. Comment allez-vous filmer une loi ou un organe institutionnel? Il n'a pas de visage humain, il n'a pas de souffrance. Les humains sont là pour nous aider à mettre le doigt sur leur organisation politique. C'est la raison pour laquelle vous avez, au fond, fondé une revue qui s'appelle Science et Vidéo. Avant d'en parler, je voudrais bien faire comprendre comment il vous arrive de prendre le café avec ces immigrés et de prendre votre temps avec eux. Il y a 900 000 réfugiés en attente au Soudan. La plupart sont érythréens et éthiopiens. Ils fuient sécheresse et conflits qui secouent la corne de l'Afrique de manière chronique. Cette cérémonie du café est une déclaration d'appartenance. L'appartenance à la civilisation abyssine des hauts plateaux, un marqueur identitaire. Au Soudan, au Caire, les Éthiopiens boivent le café. Il s'agit d'un moment social privilégié. La préparation est longue et implique que l'invité reste quelques heures à vos côtés. Préparer le café à un hôte de passage est une marque d'amour. Aux visiteurs indésirables, on offre le thé. Le thé se prépare en quelques minutes et l'invité sait qu'il ne doit pas s'éterniser. Alors Fabienne Le Houerou, vous avez aimé ça, et je voudrais savoir si ce genre de scène, par exemple, c'est le genre de scène sur lequel vous allez réfléchir dans la revue que vous avez fondée, qui s'appelle Science et Vidéo. Vous êtes tellement passionné par les films que vous faites, et c'est normal, puisque vous nous apprenez des choses originales avec ces films, que vous avez fondé une revue, donc, qui a pour objectif d'être un outil multimédia, c'est-à-dire un outil qui met en valeur les vidéos tournées par des chercheurs et qui fait le lien entre vidéo et recherche. C'est pas simplement pour mettre en valeur mes propres films et mes propres rushs et mes propres images, mais aussi celles de mes étudiants, parce que j'ai des étudiants qui passent souvent des mois sur le terrain et qui ramènent des matériaux qui sont souvent exceptionnels et qui, avec les images, permettent de mettre des doigts sur des problématiques qu'on n'aurait jamais compris autrement. Et donc, je voulais leur offrir une plateforme où ils puissent réellement s'exprimer et explorer, parce que dans la recherche, il y a le mot exploration. La recherche, c'est pas du formatage, on n'est pas lisse quand on fait de la recherche, on se pose des questions, on se trompe, on fait des marches arrière, et donc c'était également une plateforme pour que mes étudiants puissent justement avoir cet apprentissage, de travailler avec des images, de réfléchir et de réfléchir autour des productions de leur propre image. C'est amusant parce que c'est la deuxième fois que vous utilisez l'expression marche arrière pour parler de ces images par rapport à la recherche, en me disant d'ailleurs que la marche arrière est indispensable. Est-ce que dans Science et Vidéo, vous allez défendre cette thèse? Il faut savoir marcher en arrière avec des images pour approfondir ensuite la recherche? Exactement, j'appelle ça l'heuristique négative. Il y a l'heuristique positive. L'heuristique, c'est le plus beau mot de la langue française et que nous, chercheurs, nous aimons bien. C'est ce qui favorise la découverte, mais qui est positif. C'est-à-dire que vous me donnez une idée, je rebondis sur cette idée et je vais plus loin dans mon hypothèse de recherche. L'heuristique négative, c'est que je me rends compte que je me suis trompée en prenant le temps de regarder ce que j'ai fait et ce que j'ai mal fait. Et grâce à cette erreur, je prends un chemin, une piste plus féconde, exactement comme un promeneur qui se trompe et qui prend un mauvais chemin dans une forêt et qui tout à coup retrouve sa boussole. Merci Fabienne Le Houerou d'avoir été notre invitée d'Effervescience ce mois-ci.